Parfait. Il y a la dame a parlé, là, c'est bien. Ça va parler. Ouais, elle a parlé, donc ça enregistre. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, d'accord, donc pour ça, d'accord. Autrement, quelle est ta principale activité en ce moment, à part envoyer des coraux un peu partout? Tu restaures des récifs? Alors, envoyer des coraux. Moi, je suis en train de refaire toute la serre là. Là, on refait tout le système d'export. Il est presque fini. On attend que les lampes. Là, on connecte le dernier bac et on les lampes. Sinon, toutes les pompes, les écumeurs, les froids, il y a tout en place. Donc voilà, une fois que ça sera fini, on passera au prochain projet. Mais donc moi, je me concentre plus sur les programmes de restauration de récifs qu'on a. Avec ton association Océan de Gardener. Voilà, c'est ça. Avec Océan Gardener, c'est un truc qu'on a démarré il y a 4-5 ans, avant en fait, le problème qu'on a eu avec l'export de coraux. Quoi. Donc, déjà, Ouais. il y avait une demande. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a créé, on était la première ferme à faire de la coraux de culture en Indonésie. Ça remonte à plus de 20 ans. Ouais. T'as vraiment pas d'écouteurs, Vincent, parce qu'il y a une espèce de boum là quand tu parles. Non, j'ai vraiment pas d'écouteurs. Désolé, j'ai pas ça. Je suis au bureau. Si tu me laisses fouiller dans les affaires des employés, peut-être je vais finir par en trouver, mais Ouais. il n'y a personne qui est là en plus. Les cas dans tout genre, j'en ai. Les écouteurs, je ne suis pas sûr. Ouais. Parce qu'on entend un espèce de broum broum derrière. Là, c'est. Bon, alors c'est peut-être la clim. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est comme une espèce d'écho. Ouais, je cherche là. Je vais regarder. Ouais, bonjour tout le monde. Ouais, je vais poser la question sur les bénitiers. Ouais. Vincent est allé chercher des écouteurs pour améliorer un peu la qualité. Non, malheureusement, je n'ai pas ça. Alors, je peux essayer de parler plus fort. Ouais, ou t'approcher peut-être du truc, je sais pas. Voilà, si je parle comme ça va mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Dis-moi, il y a une question là de quelqu'un qui demande pourquoi les bénitiers crocéas sont très rares. Pourquoi les bénitiers crocéas sont très rares? Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques années, ça partait du Vietnam. Ouais, Donc, il y a le Vietnam qui en exportait beaucoup. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des îles qui sont au large du Vietnam qui sont aussi euh, reconnues par la Chine. Quoi. Donc, ils sont en train de se bis avec la Chine et donc ils se battent pour ces îles. Donc, il y avait des bases militaires qui étaient sur ces îles-là. Quoi, et en fait, c'était les militaires qui ramenaient les bénitiers. Ils étaient exportés du Vietnam. Quoi. Sauf que maintenant, la communauté européenne, je crois qu'elle ne donne plus de permis import. Donc, elle refuse les permis CITES de bénitiers du Vietnam. ouais. Donc, du coup, plus en avoir. Donc maintenant, il ne reste plus que ceux de culture et ceux de culture, ils sont, c'est cher, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi. Moi, je me rappelle, je crois que ça se vendait 50 € à l'époque un crocéa. Ouais, parce que les crocéas, ils sont endémiques du Vietnam. Non, il y en a partout en Indonésie. Bon, après, il y avait des récifs, de crocéa, il y avait des récifs de bénitiers. Ils en avaient Ouais, beaucoup. Ici, on en a, mais on n'en a pas des quantités fantastiques non plus. Quoi. Mais oui, bon, voilà, il y a quelques gens qui font de l'élevage. Voilà, il faut acheter de l'élevage et c'est un peu plus cher. d'accord. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'ils font pour l'instant? Ce qu'ils font, vu que voilà, quoi, c'est tous les mêmes, donc ils font venir du bénitier sauvage de Tahiti, donc c'est des maxima qu'on voit partout là, et Ouais, ouais. sont énormes. Voilà, donc pour trouver du pas cher, il faut faire du sauvage. Pour trouver du sauvage, voilà, et c'est encore limité. Quoi. Donc ceux qui viennent, c'est ce sauvage de Tahiti ou je ne sais plus. Quoi. D'accord. Donc il y a quelques fermes d'élevage, mais bon, D'accord. ça reste.
cher, quoi. Là, la personne demande, bah oui, mais où on trouvait d'élevage? Bah, ça, c'est dans les commerçants, quoi, ceux qui veulent bien en vendre, en fait. Hein, Après, il y en a, je pense qu'il y a quand même des gens. Après, voilà, hein, c'est tout. Hein, c'est quand il y aura de la demande et que les gens seront prêts à payer le prix, bah, les importateurs en importeront. ouais. Là, j'ai un membre qui demandait, qui me posait une question sur mon truc derrière. Ouais, c'est un éclairage Alpheus. Ouais, c'est Alpheus. Ok, donc, qu'est-ce que tu restaures en ce moment? Sur quelle espèce tu te. Ah oui, pour revenir à l'histoire, donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, dans la réglementation, on a mis que 10% de ce qu'on devait produire, ça devait partir dans la restauration de récifs, quoi. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a été feignant pendant quelques années et en fait, on donnait ça à des ONG qui restauraient les récifs, mais qui ne faisaient pas ça correctement, quoi. C'est-à-dire qu'ils plantaient la mauvaise espèce au mauvais endroit. Puis après, nous, les coraux qu'on produit, c'est des coraux d'aquarium, c'est pas forcément des coraux pour les récifs, quoi. C'est-à-dire que les souches que tu as besoin pour restaurer des récifs, c'est pas exactement les mêmes souches que tu as besoin pour aquarium. Ah oui. 99% des coraux dans le milieu naturel, ils sont marrons, hein. Ils sont pas bleus ou violets ou quoi que ce soit, quoi. Alors que nous, on se concentrait que sur des coraux colorés, quoi. Donc depuis quelques années, j'ai mis en place des cultifs du corail marron, en fait, quoi, pour la restauration de récifs. Ah oui. Donc voilà, on a plein de projets, quoi. On en a 3 qui sont assez conséquents. Enfin, on en a fait un dans le sud de Bali où on a planté 12 000 coraux. Là, il y en a un qu'on a fait sur Nusa Penida où on a planté 6 000 coraux. Et on en a un sur Amen où on a planté 2 000 coraux. Et donc voilà. Est-ce que Océan Gardner travaille en collaboration avec Martin, avec Coral Guardian, un petit peu, ou vous collaborez un peu? Un petit peu, oui, un petit peu, oui. Bah, il y a quelques années, quand il a commencé sa ferme quand il a commencé sa nurserie à Komodo, là-bas, c'est nous qui lui avons fourni les tables au début, quoi. Ouais. Voilà, là, les gens avec qui on travaille avec Benida, c'est des gens avec qui il travaillait avant. Oui, oui, on collabore, mais après, nous, on fait notre truc. Lui, il fait son truc, quoi. Après, c'est compliqué, il n'est pas souvent là, hein, non plus. Il est à Martin, Montpellier, Martin, hein, je crois. Ouais. Ouais. à Lyon. Ou Lyon, ouais, je ne sais plus. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, donc, on ne le voit pas souvent. Moi, je ne vais pas souvent à Komodo. Malheureusement, j'aimerais bien y aller plus souvent, mais Ouais. je n'ai pas trop le temps d'y aller, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, moi, j'essaie de travailler aux alentours de. Il y a plein de gens qui nous demandent des projets. Là, on fait un projet au sud de Sulawesi, là, à Pira. On a un projet au nord de Sulawesi. On a des projets partout, quoi. Donc voilà, donc on forme du personnel, on fait de l'éducatif. À chaque projet, il faut trouver des nouvelles techniques, il faut tout revoir, il faut tout repartir à zéro, Ouais. et tout recalculer avec des techniques différentes. Et donc les coraux que vous réimplantez, vous les prélevez à des endroits où ils prospèrent pour les déplacer dans d'autres. Alors, le truc, c'est que nous, on a décidé que détruire un endroit pour en restaurer un autre, ça ne nous convenait pas. Non, mais sans le détruire, mais Voilà, donc nous, on est parti du principe, notre métier, c'est d'élever des coraux, donc on est parti du principe où, avant de commencer à restaurer un récif, on allait élever les coraux. Donc ouais. on produit les coraux nécessaires et après on les replante. Donc c'est ce qu'on fait. Donc après, c'est un travail qui prend un peu plus de temps, donc on est obligé d'anticiper à chaque fois, hein. Donc quand on a un endroit où on pense qu'on va pouvoir avoir un projet, on commence par mettre des nurseries, donc mettre des tables, planter des coraux, pour produire les coraux qui vont être nécessaires à restaurer ce truc. Après, on cherche de l'argent pour restaurer cet endroit-là. Et vous restaurez essentiellement avec quel type d'espèce? Des branchues qui poussent vite Les branches qui plus vite, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, quoi, hein, mais ouais. on ne fait pas que ça, quoi. On fait même des coraux mous, quoi. On fait beaucoup d'échinopora, on fait beaucoup de galaxéa, on fait évidemment beaucoup d'acropora, beaucoup de montipora. On essaye de faire du tout, mais donc on construit un récif qui est là, par exemple, dans le sud de Sulawesi, ça va être, je crois qu'on fait une trentaine d'espèces d'acropora avec 4 ou 5 espèces de montipora. Et après, au milieu, on plante de l'échinopora, on plante du galaxéa, on plante des Euphilia grammacensis, on plante des tubipora, quelques coraux mous par-ci, par-là, quoi. Ouais. Tiens, Donc, voilà, il y a toute une structure à mettre en place. Donc, oui, la base, c'est les acropora. C'est souvent, on va dire, 60% du truc, mais après, il faut quand même mélanger avec d'autres espèces. Ouais. En mer Rouge, ils utilisent des courants électriques pour faire pousser les coraux plus vite. Est-ce que il n'y a pas de mer Rouge. Le plus gros projet de Bioroc, il est ici au nord de Bali. D'accord. Et donc, toi, tu as essayé les trucs avec le courant électrique ou pas? Non, parce que je pense que ça ne marche pas. D'accord.
Bon, Euh, Ici, en Indonésie, c'est des centrales au charbon. On ne va pas brûler du charbon pour faire pousser du corail, quoi. Ça n'arrive à rien. c'est pas idiot. Là, il y a Thaï qui a. Ensuite, ou alors ils utilisent des panneaux solaires qui coûtent une fortune, Ouais. ou alors ils utilisent des machines à vagues en fait, qui bougent avec la houle. Et pareil, pour les importer, ça coûte une fortune. Donc le coût d'installation il est vraiment trop important. Donc moi, je préfère travailler avec des méthodes locales, avec des matériaux locaux. Et puis un autre problème aussi, c'est que les coraux qui poussent avec l'électricité, ils sont stériles. Ah, Donc ça m'intéresse pas non plus. ah ouais, ça c'est. Ouais, ouais. Ouais, parce que la reproduction sexuelle des coraux aussi, c'est un peu Et l'avenir. après, le but du jeu, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que nous, on restaure une partie du récif en espérant que Ils ça pondent. essaime, quoi. Ouais. Voilà. Là, il y a Thaï, tu sais, qui a fait sa chaîne La Rive Technique. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà regardé ses vidéos, qui sont pas Ouais, mal. regarde. Voilà. Il a visité donc l'aquarium du Trocadéro, là, il n'y a pas longtemps. Et là, il marque qu'ils ont fait des tests de support de frag. Ils ont eu les meilleurs résultats de pousse sur du verre. Est-ce que tu as déjà essayé de faire pousser des coraux sur du verre? Oui, oui j'ai déjà essayé de faire pousser des coraux sur du verre. Ils ne sont pas faciles à coller. Enfin, ouais, c'est toujours pareil, quoi. Moi, ça me fait toujours rigoler ce que les aquariums publics, parce qu'on travaille avec quand même pas mal d'aquariums publics. Hein, et, Ah, ouais, ouais, ouais. des coraux dans les aquariums publics du monde entier. Hein, donc, on en connaît pas mal, mais ça fait toujours. Enfin, les gens qui travaillent dans les aquariums publics, ils ont une façon de penser et ils ne se rendent pas compte que si tu essaies d'appliquer ce qu'ils font sur 1 m² à 5 000 m² dans la mer avec du courant, des vagues, tout ça, ça va peut-être pas marcher, quoi. Donc, ouais, il y a plein de gens qui ont fait ça pendant des époques. En fait, ce qu'ils faisaient, ils récupéraient les bouteilles. Donc, ils avaient un bar en restaurant sur l'île, ils récupéraient les bouteilles de bière, ils les coulaient dans du béton, et ils faisaient des trucs, quoi. Alors, pour coller du corail dessus, c'est un peu compliqué avec des cable ties, enfin des zip ties, des trucs comme ça. J'aime pas trop utiliser le plastique, quoi, mais c'est un peu compliqué. On n'a pas eu des résultats super beaux. Et puis pour moi, mettre des bouteilles d'eau, des bouteilles de vide dans du ciment à la mer, je trouve pas ça super joli, quoi. Ouais. Vous, Donc, là, sur les. pour avoir un truc qui ressemble à une décharge sous l'eau, après, ça m'intéresse pas non plus, quoi. C'est Ouais. pas ce que j'essaie de faire, quoi. Les coraux, ils sont ligaturés sur les tables de culture ou comment ils sont collés? Ils sont ligaturés? Alors, on utilise plusieurs systèmes différents, quoi. On utilise donc des tables, hein, conventionnelles, on fait des supports en béton, on les colle soit avec du ciment, soit avec une colle époxy. La différence, c'est que le ciment, on peut les coller directement sous l'eau si les conditions de mer sont bonnes, et la colle époxy, on les colle en dehors de l'eau. Donc voilà, donc on perd un peu de temps, ils sont un peu plus stressés quand on les colle avec de la colle époxy, et donc on perd un peu de temps, mais bon, ça revient plus au même. Sinon, ils ont une technique, en fait, à Nusa Penida, c'est une technique qu'ils utilisent pour faire des cultures d'algues, en fait. Ils ont des longues cordes, donc ils utilisent des cordes en plastique, on est allé chercher des cordes en chanvre, des cordes en coton, et donc en fait, ils desserrent les brins de la corde, et à l'intérieur, ils coincent un morceau de. Voilà, à la base, c'est un morceau d'algue, nous, on coince un morceau de corail dedans, et on tend la corde entre des piquets, et puis voilà, puis les trucs qui reprennent. Moi, j'ai vu des trucs, la culture de coraux, je crois que c'est au Criob à Montréal, il me semble. Ils cultivent les trucs sur des cordes qui sont pendues, quoi, comme des moules, un peu Voilà, verticalement. c'est les citrices, quoi. C'est la technique qui est utilisée dans les Caraïbes, quoi. Le seul truc, c'est que si vous venez chez nous, nous, on a des vagues. Voilà, des vraies vagues. Mais, Bali, c'est connu pour le surf, tu vois, par exemple. Donc, Ouais. des vagues de 3 mètres, c'est régulier, quoi. On a du courant, on est probablement dans un endroit dans le détroit entre Bali et Lombok, et il est réputé pour être un endroit avec énormément de courant, quoi. Donc, des baies abritées, fermées, sans trop de courant, où on peut utiliser ce genre de technique, on n'a pas ça, quoi. Ah ouais, d'accord, d'accord. On n'a pas ça sur Bali, quoi. On n'a pas au nord-ouest. Ouais, Mais effectivement, pour ce genre de technique, il faut une mer plutôt calme. Ouais, effectivement. voilà, donc en fonction du site, voilà, il faut sélectionner la bonne technique. En fonction de là où on veut planter les coraux, il faut aussi sélectionner la bonne technique. Donc c'est pas quelque chose de simple, quoi. C'est-à-dire, et puis moi, c'est pas que je suis raciste. Il y a certaines techniques comme celle de l'électricité que j'aime pas trop parce qu'ils disent que c'est. Enfin, les gens qui ont créé cette technique, ils ont raconté beaucoup de bobards dessus, quoi. Ça, j'aime pas trop, quoi.
Et après, bon, voilà, moi, j'essaie d'utiliser le plus de techniques différentes, quoi. Le but du jeu, c'est de trouver quelque chose qui est utilisable par les populations locales avec un coût au mètre carré le moins cher. Donc, et chaque espèce de corail que tu le replantes en fonction évidemment de la profondeur dans laquelle il vit naturellement, quoi, j'imagine. Exactement. Bon, après on fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on cultive les coraux dans des eaux peu profondes, dans des lagons, tu vois, dans 1, 2, 3, 4 mètres de profondeur, et on les replante jusqu'à 10-12 mètres. Parce qu'en général, c'est la zone qui est abîmée, quoi. La zone qui est abîmée, c'est la zone au-dessus de 10 mètres. En dessous de 10-12 mètres, normalement, ça va. Donc voilà, donc on prend des coraux qui ont été cultivés dans une eau un peu plus chaude et on les descend un peu. Donc ils sont censés résister ou déjà être habitués à une eau un peu plus chaude, quoi, donc être résilients, quoi. Donc c'est le but du jeu, c'est de quand même réimplanter des coraux qui soient résistants aux conditions qu'on va avoir. Et tu sélectionnes les espèces en fonction justement de cette résilience. Est-ce que tu as remarqué que certains coraux étaient plus résilients, moins résilients, enfin, lesquels résistent le mieux à la chaleur? Ben déjà, il suffit d'aller voir, il suffit de plonger sur le site. Souvent à côté, il y a des sites qui sont à peu près, mais déjà, on voit qu'il y a des espèces qui résistent mieux que d'autres, quoi. Donc, après, c'est juste de l'observation, hein. Donc, rien qu'en regardant qui est-ce qui résiste bien et qui est-ce qui résiste mal. Ceux qui résistent mal, ben, on essaie de trouver une souche ailleurs. Et ceux qui résistent bien, ben, on les multiplie. Est-ce que tu t'inspires un peu je reviens un peu de ça, mais des récifs de la mer Rouge où les coraux résistent à des températures vachement élevées, quoi. Est-ce que tu as regardé les… Moi, je connais, j'ai travaillé au Kenya, donc j'ai plongé au Kenya, j'ai Ouais, plongé au Maldives, mais j'ai pas plongé en mer Rouge, donc je connais pas très bien la mer Rouge, quoi. Après, moi, ce que j'ai lu récemment, c'est que cet hiver, ils avaient eu un coup de froid en mer Rouge et que les coraux n'avaient pas aimé non plus, quoi. d'accord. Donc voilà, il faut se méfier de ce que vous voyez dans les journaux tout le temps, parce que tout n'est pas dit, quoi. Donc oui, il résiste mieux à une salinité supérieure, il résiste Ouais, mieux à une température plus élevée, mais dès qu'il y a un petit coup de froid, boum, ça claque. ouais. Donc c'est jamais parfait. C'est vraiment compliqué. Nous, sur Nusa Penida, on a des températures, ça descend à 16 ou 18 degrés, hein. Et les coraux tiennent le coup à 16-18 degrés. Ils ne sont pas fans. Mais oui, il tient le coup. Alors là, il y a Yannick Deville, là, ce fou furieux là, qui fabrique une piscine chez lui. Là. Il demande à quelle température de l'eau tu as remarqué qu'il y avait une pousse optimale. Pour la calcification, il me semble, alors on va aller chercher les datas, hein, il me semble que la calcification, c'est 26 degrés. 26 degrés. La température, ouais, pour la calcification. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on recherche à faire. Donc, moi, personnellement, si c'est pour colorer du corail, je préfère être un peu plus bas, quoi. Si c'est pour faire, j'aime bien être à 26, 27 pour faire pousser du corail. Et si c'est pour colorer du corail, je me mets à 24, 25. D'accord. Mais voilà, donc dans mes bacs d'export, je suis à 24-25 et dans mes bacs de culture, je suis à 26. Et là, je suis en train de parce que comme je vais les faire pondre cette année, je suis en train de remonter. Je vais remonter jusqu'à 30 degrés, quoi. Il faut que je sois à 30 degrés en septembre. Ah oui, d'accord. Donc, pour avoir une ponte de coraux, il faut être à 30 degrés au moment de la lune, machin chose. Là. Voilà. Si on suit l'Indonésie, il faudrait être ouais, 28, entre 28 et 30 degrés fin août, début septembre. D'accord, donc il ne faut pas mettre de groupe froid, quoi, en gros, hein, pour nous. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut toujours avoir un groupe froid au cas où. Mais en tout cas, oui, pour la fin de l'été, il faut le. Ah, t'es parti, Vincent. Les 15 jours, hop, on augmente d'un demi-degré. Ouais, remarque, c'est pas l'idéal, une ponte de corail en perdu. aquarium. Hein. Ça risque de foutre le bordel. Ouais, il faut être équipé un peu. Ouais. Enfin, ça dépend quoi. Après, du Possiliopora ou de l'Ophilia gravescens, c'est facile à faire, il n'y a rien à faire. Mais de l'acropora, il faut quand même récupérer les larves, faire un élevage larvaire. Enfin, c'est ça. Ouais. Là, il y avait une question tout à l'heure qui était passée. Je sais que sur tes bacs de culture, tu as les aqua illuminagiques, hein, je crois, en bleu. C'est quoi le
le gros de l'éclairage, c'est quoi? C'est quoi le gros de l'éclairage? C'est Je sais une pas. barre, Non, mais t'éclaires pas c'est avec une juste barre tes barres. bleue, T'éclaires juste avec juste des barres. juste tes barres bleues, c'est tout. Juste des barres bleues. Mais après, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, j'ai pas envie de. Si j'ai des bacs de ponte, j'utilise des. Alors, ils ont maintenant ce qu'ils appellent les Vitamini Plus. Ouais, Ont la même barre, mais avec un programme qui est capable de faire varier l'intensité et jouer sur les canaux, quoi. Mais sur mes bacs de culture et sur mes bacs d'export, je ne veux pas de ventilateur, je ne veux pas de puce Bluetooth, je ne veux pas de puce Wi-Fi, je ne veux pas de variateur d'intensité, je ne veux rien, je veux juste des LED, quoi. tu veux des Donc LED avec un bouton on-off, c'est tout, quoi. et qui Voilà, qui résistent résistent, voilà, à qui résistent. l'humidité. Ouais, Voilà, et qui ne sont pas trop chers, quoi. Donc voilà, donc j'utilise ça. J'avais pris des blanches, je n'utilise même plus les blanches, je les utilise que sur mes refuges, les blanches. J'utilise que des bleus et j'en suis très content. et Voilà. je vais J'en te... mets 7 sur des acroporas, j'en mets 2 sur des échinophilia, et voilà, j'en mets 2 à 3 sur des euphilia, et voilà, juste par le nombre de LED, en fait. Parce que tous les bacs sont les mêmes, c'est tous la même profondeur, c'est tous la même qualité d'eau. Donc voilà, c'est très simple, hein. J'essaie de simplifier au maximum, tout simplifier. Et t'es toujours... Alors, si je suis alcatronique, ouais, assez content de l'alcatronique. J'ai mis un petit moment à apprendre à l'utiliser. Tu vois, ils m'ont encore donné mes résultats. Tu vois. Je trouve ça pas mal, tu vois, finalement. Quoi. Je trouvais ça un peu compliqué au début à mettre en place et à s'habituer, mais une fois qu'on l'a bien et qu'on maîtrise le truc, franchement, ça marche pas mal. Quoi. ouais. C'est intéressant. Quoi. Ouais, la marque de tes barrettes LED, là, de tes trucs LED, c'est des Vitamini, hein, c'est ça, hein? Voilà, c'est Vitamini et Magique. Ouais, Et du magique, voilà, c'est ça. Je vais recevoir les Coral Care de Philips. Ah, tu vas éclairer un peu en blanc, alors? Sur de la pro. Hein. Ouais. Voilà, je vais devenir le distributeur officiel de Philips Coral Care pour l'Indonésie. Voilà, donc c'est ça. Quoi. Ouais, bah c'est bien, ouais, c'est bien. C'est quoi la courbe qui descend, là? C'est mon cash. J'essaie de le faire descendre, mais pas trop vite. Ah ouais, pourquoi tu étais à combien? J'étais à 9. Ah ouais. Ouais. Et là, tu cultives toujours en méthode Triton, hein? On est d'accord? Toujours. Pas de raison de changer. Quoi. Ça marche très bien pour moi. Ça fait le boulot. Quoi. Voilà. Là, j'avais un réacteur à calcaire. Je crois que je vais l'enlever quoi, parce que je trouve que c'est difficile à gérer un bac avec un réacteur à calcaire. Il faut toujours être dessus. Quoi. Toujours être dessus tous les jours. Il faut les voir, refaire le débit. C'est pas pratique. C'est difficile d'atteindre une stabilité parfaite avec un réacteur à calcaire. Ouais. Moi, hein, je suis peut-être mauvais, hein, mais j'ai plus de mal. Quoi. Donc, D'ailleurs, cette semaine, moi, il m'est arrivé un souci aussi. Je suis descendu à 5,5 de KH parce qu'il fallait que je recharge le rack, ce que je n'avais pas fait. Enfin, bref. Et là, j'ai vu, souvent, je vois tes photos de plongée dans des magnifiques champs de filia. C'est destiné au commerce ou destiné à la restauration? quelles filières? Je sais pas, moi, j'y connais rien en filia. Tu sais, Non, mais. Non, mais Je ne fais pas de restauration de récifs. Je plante très peu de filières pour de la restauration de récifs. D'accord. Okay. Ça, c'est sûr. Donc je plante beaucoup de filières pour les vendre. D'accord. OK. Et les œufs, donc tu les cultives en pleine mer ou tu les rapatries dans tes serres à un moment? En pleine mer, mais on les ramène dans des serres. Enfin, surtout tout ce qui est les glabinçins, tout le monde en veut, c'est très cher, c'est très demandé. Et en fait, c'est un corail qui est. C'est pas qu'il est compliqué, quoi. C'est qu'il gère mal le stress. Quoi. Donc, c'est un corail quand il est stressé, qu'il a été transporté, qu'il a été mal transporté. C'est un corail qui met beaucoup de temps à récupérer. Quoi. Donc maintenant, ce qu'on fait, on a beaucoup de stocks de filia et en fait, on le stabilise quoi, et on le garde au moins 1 mois à 2 mois pour le stabiliser avant de pouvoir les exporter. D'accord. Donc voilà, même
même des euphilia qui viennent de ferme, qui sont à moins d'une heure d'ici, qui ont très bien poussé, et quand on les met en aquarium pendant un mois, ils ne sont pas bien. Ils mettent un temps à récupérer. Donc maintenant, bon, voilà, nous, on a une réputation à tenir, on essaie d'éviter d'envoyer des euphilia qui n'ont pas été stabilisés. C'est marrant comme les glabes, maintenant, c'est devenu vachement tendance. Hein. Il y a, avant la fermeture de l'Indo, ce n'était pas aussi demandé, hein, les glabes. Ça, a toujours, enfin, ça fait 4-5 ans que c'est populaire. Hein. Ça a toujours été des coraux. De toute façon, tous les euphilia, ça a toujours été des coraux populaires. Hein. Les tentacules qui se balancent dans le courant, ça a toujours été populaire. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec les dorés, quoi, c'est-à-dire que sous LED bleu avec les dorés, ça. Ouais. Les LED au niveau de l'éclairage avec le bleu et tout ça, ça fait découvrir des couleurs qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Hein. Donc c'est un problème hein, parce que d'un seul coup, c'est ça le problème de l'aquariophilie, c'est qu'il faut toujours anticiper les tendances. Quoi. C'est ça qui est compliqué. Quoi. C'est-à-dire que ben voilà, il faut savoir ce qu'on va vendre dans 3 ans. Quoi. Ce n'est pas évident. Quoi. Qu'est-ce qui va devenir populaire dans 3 ans quoi. Alors, c'est pour ça que je fais des fermataires aussi maintenant. Hein, parce que les fermataires, ça me permet comment dire, d'avoir un peu de buffer, quoi, de pouvoir gérer un peu plus ces augmentations de demande et de voilà, donc voilà, ces aléas du marché. Quoi. Ouais. C'est pas compliqué voilà, de produire. D'un seul coup, on vous demande des tonnes et des tonnes de filia. Il fallait avoir prévu le coup 3 ans avant pour produire les. Et alors, dans 3 ans, c'est quoi? C'est les équinos? Là, comme tu cultives des équinos. Je ne sais pas. Je pense que les goniopora, ça va être. Je pense que, je sais pas, les micromoussas, les goniopora, il y a quelques trucs qui vont. Voilà. Ouais. Là, il y a Caroline qui demande la fragilité sur les euphies est-elle particulière au glabes? Les Ancora et compagnie, c'est pareil? Alors, déjà, les euphilia gravensis, c'est différent des fimriaphilia Ancora. Paradivisa, divisa, etc. Euphilia gravensis, c'est différent. Quoi. Alors, ils ont la même maladie, c'est un cilié. Alors, ici, nous, on le traite avec de l'iode. Hein. On leur fait faire des bains d'iode. Je fabrique même mon Lugol maintenant. Donc, on fabrique du Lugol et on leur donne des bains de Lugol. Quoi. Et oui, ben, les mêmes. Quoi. Alors, le truc qui est marrant, c'est que j'avais un groupe de Philia gravensis qui était pas en bonne santé, qui s'est stabilisé maintenant. Et maintenant, j'ai un groupe de Philia Ancora qui est arrivé il y a une semaine, qui commence à me faire des gelées brunes. Alors, là, c'est intéressant ça. Le Lugol, c'est quoi? C'est le même dosage que la bétadine, genre 3 millilitres par litre d'eau? Voilà, c'est dans le même style, quoi. Dans le même style, quoi. C'est juste que ça coûte moins cher. Comme on doit en utiliser beaucoup, ça coûte moins cher que la bétadine. C'est-à-dire que tu mets 1 à 3 millilitres par litre et tu laisses ton euphilia. C'est 2 types d'iode différents. Il y a de l'iodure et de l'iodate dedans. Ouais. Quoi. Et voilà, c'est une solution. Il y a la recette, elle est en ligne. Et voilà, tu laisses le phi combien de temps dans le bain d'iode? Non. 20 minutes. 20 minutes. Entre un quart d'heure et 20 minutes. D'accord. Avec de l'aération. À renouveler ou tu fais une fois? À renouveler sur plusieurs jours. C'est-à-dire tous les jours, tous les 2 jours, enfin voilà. Et après bain d'acide aminé. Après bain d'acide aminé. Bain d'acide aminé. Ah ouais. Parce que on commence par leur faire des bains de Lugol pour éliminer la bactérie. Quoi. Une fois que l'infection s'est stabilisée, pour les faire repartir, on leur fait faire des bains d'acide aminé parce qu'ils sont incapables de digérer. Si on leur donne de la nourriture, en fait, ils pourrissent de l'intérieur. Ils sont incapables de digérer. Donc, avant de pouvoir les nourrir correctement, il faut d'abord les retaper un petit peu. Pour les retaper un petit peu, il faut leur donner de la compote. Quoi. On les met sous perfusion. Quoi. C'est-à-dire que tu satures, tu mets beaucoup d'acide aminé dans le bain des… On les sort de l'eau en les dégonflant, on les met dans une bassine avec des acides aminés, on les laisse, et un bulleur, on les laisse une demi-heure dedans, ils se regonflent, et après, on ne les sort pas de la bassine, on met la bassine dans l'eau, on coule le tout, et on les ressort du truc. Alors, les acides aminés partent dans le bac, mais du coup, les coraux, ils ne se dégonflent pas à nouveau. Quoi. Donc là, ils ont absorbé les acides aminés, et hop, et comme ça, on leur fait ça… tous les 2 jours, un petit bain d'acide aminé pendant une semaine derrière la semaine de traitement au Lugol. Ouais. Donc, ça veut dire… Ils partent bien. Quoi.
Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens, hein, des lacifalistes amateurs qui ont des problèmes, souvent avec des œufs filles, gelées brunes, machin. On peut utiliser cette technique en trempant par exemple le FI dans un gobelet avec du Lugol et après dans un petit gobelet avec des acides aminés et on fout le gobelet dans le bac, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, c'est une bonne technique, ça. C'est bon à savoir. C'est bien ça. Voilà, donc, voilà, nous on fait ça dans des grandes bassines, quoi, mais ouais, c'est un peu le concept, quoi. Donc, voilà, donc là j'utilise, on a envoyé des acides aminés de Coral Chinchorro. C'est une marque australienne. Coral essentiel. Là, il y avait une question d'un membre. Bon, est-ce que le passage à la méthode Triton, qu'est-ce qui peut expliquer des nécroses d'accro après un passage à la méthode Triton? Beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses qui ne dépendent pas de la méthode Triton, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il faudrait regarder des tests, il faudrait savoir, il faudrait avoir un ICP au moins pour savoir. Les nécroses en général, il y a toujours un problème d'aluminium, un problème d'étain, un problème de. Il y a un métal en trop dans le bac, quoi. Donc voilà, c'est souvent ça, quoi. La nécrose par la base d'Acropora, c'est souvent un problème de métaux lourds. Et les variations de KH, ça peut entraîner des. Les variations de KH, oui, sur du ténuis, je pense que ouais, il y a quelques espèces, ténuis millipora, qui n'aiment pas ça, quoi, c'est sûr. D'accord. D'accord. Là, il y a Frédéric Verrier qui dit les catalaphilias deviennent populaires en ce moment. Tout le monde en veut, ça va faire comme pour les zoophilias. Est-ce que tu fais du catalaphilia, toi? Ça va être ça le problème. Ça veut dire que pour l'instant, j'en fais pas. Non, j'en fais pas, non, parce que on peut pas les produire de façon commerciale en mariculture, quoi. Tous les gens qui disent que c'est possible, c'est des menteurs. C'est des gens qui prennent des sauvages, qui les collent sur des supports et qui les envoient. Ah oui. Ben oui, voilà, tu prends un grand catalaphilia comme ça, tu prends 10, quoi, et 2 ans plus tard, tu as 10 pièces, quoi. Si tu en exportes 8, il faut attendre encore 4 ans pour en avoir une autre pièce comme ça et pouvoir la recouper, quoi. Donc, commercialement parlant, c'est impossible à faire. D'accord. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est la reproduction sexuée sur cette espèce. Mais après, d'Australie, ils en ont beaucoup, quoi. D'Australie, ils en ont beaucoup, ils en ont des petits. Donc, voilà, ils viendront peut-être d'Australie, mais d'Indonésie, il y a peu de chance. Ben, là, le membre de la méthode Triton, il dit oui, effectivement, ICP au top, sauf l'aluminium qui était très élevé. Et voilà, bingo! Bah ouais, c'est Maître Chalias. On va fausse. Hein? On va fausse. Monsieur l'abbé Chalias. Et donc, le détox de Triton, ça réduit l'aluminium? Pas beaucoup, non. Surtout pour le cuivre. Hein. Après, ça réduit d'autres trucs. Il faut que je regarde, il faut que je regarde mes notes. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Moi, quand j'ai un problème de métaux lourds, je change l'eau. J'en parle plus. Enfin, je trouve la source et je change l'eau. Mais donc, j'ai jamais utilisé le détox. Les algues, ça bouffe l'alu. Non, mais le Rovafos, ça bouffe l'alu. Ouais, c'est vrai, le Rovafos. Ouais. Le Rovafos bouffe l'alu. Et les silicates. Ouais. Là, est-ce que la méthode que tu as indiquée pour les euphies peut être valable pour les catalaphilia, le bain de Lugol et les acides aminés? Oui. Sur le catalaphilia, sur des scénarinas, je l'ai essayé, sur de la camptophilia, je l'ai essayé sur plein de trucs, ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Ouais, je pense que ça peut même marcher sur de l'accro, mais je n'ai jamais essayé, quoi. Parce qu'en général, l'accro, on casse et on refait des boutures avec, quoi. Ouais. Mais ouais, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Là, il y a Vincenzo qui dit qu'il faut quand même avoir un taux d'alu énorme pour que ça soit toxique. Bah, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Moi, je ne mémorise pas les valeurs. Je ne suis pas chimiste à la base, hein, donc je ne mémorise pas les valeurs, ce genre de trucs. Hein. Mais après, il y a des coraux qui sont plus sensibles que d'autres, ça c'est sûr. Donc, les accros sont sensibles à l'aluminium. Et puis, pour être honnête avec toi, l'aluminium, c'est la pollution principale. Il y a beaucoup de sels qui sont pollués. Il y a beaucoup de produits qui sont pollués à l'aluminium. Oui, c'est vraiment un problème récurrent. Hein. N'importe quel ICP de n'importe quel truc, il y aura toujours un peu d'aluminium, il y aura toujours un peu de silicate. Voilà. Et après, c'est toujours les mêmes manques. Hein. On regarde partout, on trouve, voilà, il manque toujours un peu d'iode, toujours un peu de strontium, il y a toujours un peu d'aluminium, il y a toujours un peu de silicate. Quoi. Ça,
classique. Après, il y a souvent un peu d'étain, il y a souvent un peu de zinc. Bon, Et ça vient d'où? Ça vient d'une trop grande fréquence de changement d'eau? l'étain, c'est un aimant ou de la rouille au-dessus en général, quoi. Ouais. Bon, voilà, il y a plusieurs causes. Si vous faites les tests chez Triton, il vous dit les causes. Hein. Si vous avez un taux d'aluminium trop élevé, il va vous dire d'où ça vient. Ah ouais? Voilà, c'est pour ça qu'on le dit, quoi. Hmm. Après, il y a des trucs, il y a plein de trucs bizarres. Mais bon, ça reste des grands classiques d'aluminium. Et donc avant les ICP, on perdait les coraux, on ne savait pas d'où ça venait, quoi. Maintenant, on le sait. Donc à la limite, faudrait tourner avec de la Rova sans arrêt, quoi, pour absorber cet alu en trop. Moi, je tourne avec du Rovafos sans arrêt, quoi. Je ne sais pas comment vous faites pour pas. Si vous n'avez pas de Rovafos, ça veut dire que vous ne nourrissez pas assez ou que vous utilisez un truc à base d'aluminium, quoi. Enfin, je ne vois pas comment on peut maintenir des phosphates suffisamment bas sans utiliser une résine antiphosphate, quoi. En utilisant la nourriture et l'os, qui ne met pas de phosphate. Ouais, peut-être. Dans ce cas-là, moi, je nourris les coraux, je nourris avec plein de choses, quoi. Donc, pas de nourriture surgelée, pas de. Voilà. Ou alors, tu as réussi à avoir des poissons qui ne font pas caca, peut-être. Ouais, ils sont un peu constipés. Ouais. Non, là j'ai mon alico RS, il devient tout maigre, ce con là. Je ne sais pas ce qu'il a, pourtant il bouffe, mais il devient vraiment maigrichon, quoi. Là, il mange. S'il mange, c'est facile. Tu as juste à tremper de la nourriture dans un. Je lui donne de l'ail. Ouais, c'est déjà pas mal. Il le mange. Bah, il mange les trucs trempés dans l'ail, ouais. Ouais. Mais bon, après, il y a quelques médicaments, je ne sais plus, mais pour les vers, quoi. Ouais. L'étain, là, il y a un mec qui avait de l'étain, c'est le rotor de pompe du cueur qui avait balancé de Il finit l'étain. toujours par déborder sur Triton. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, mais écoute, c'est intéressant. Pas de souci. C'est intéressant. Ouais. De quoi veux-tu qu'on parle? Vas-y. Moi, je vois les questions des membres et je te les transmets. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas célébré un office le dimanche matin, donc on en profite. Ouais. Euh, hein, peut-on avoir des métaux lourds dans de l'eau osmosée? Bah non, normalement. Sauf si l'osmoseur ne marche pas bien, quoi. Bah oui, C'est rare, quoi. c'est quand même rare. Hein. C'est rare. Ouais. Ok. Donc, tu as agrandi là, toute ton installation. On en avait parlé. On continue à agrandir. Là on arrive à la fin. On a tout modifié le bâtiment principal. De toute façon, voilà, je dois faire un article dessus pour Zebrazomac. Donc, dans le prochain Zebrazomac, il y aura un article là-dessus. Et de toute façon, je ferai une ou deux vidéos dès que tout sera fini pour donner une petite idée, quoi. Mais bon, c'est que la première étape. Hein. On va continuer. Hein. On a prévu un nouveau bâtiment. On va construire un nouveau bâtiment pour continuer à cultiver, quoi. Donc, on travaille maintenant avec le Fisheries Department, avec le département des pêches. On a un programme de reproduction sexuée. On a un programme sur de la culture de bénitier. On fait plein de choses. On s'occupe beaucoup. Voilà. Quelle espèce de bénitier en particulier tu vas cultiver? On va essayer de faire des hybrides. On va faire du Noé, du Crocea, Noé et Crocea, je pense. On va essayer de faire des hybrides de Noé et Crocea. D'accord. Pour pas avoir les coraux, pour pouvoir avoir des animaux qui soient différents de ceux sauvages, quoi, pour que n'importe où on puisse garantir que ces animaux sont de culture et pas sauvages. D'accord. Là, il y a un des Schtroumpfs là, qui éclaire ses bacs en bleu, là, qui demande parlons tessins actiniques. Les tessins actiniques sont utiles pour la coloration des coraux ou pas? Notamment LPS et vous. Hein? Ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisé les T5. Hein. Ouais. Franchement, maintenant, avec les résultats qu'on arrive à avoir avec des LED, je ne comprends même pas qu'on puisse utiliser des T5, hein, puisque le coût d'utilisation est énorme, quoi, hein. Changer les tubes tous les 6 mois, plus la consommation. Même si la consommation au final d'une rampe T5 ou de LED, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est surtout le changement des tubes
le vieillissement des tubes le problème, quoi. Donc oui, on avait des très beaux résultats. Les T5, ça marche, il n'y a pas de souci, hein, mais je ne vois aucune raison de continuer à en utiliser maintenant, quoi. Voilà, moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps, quoi. Je pense que, voilà, même moi, je ne suis pas un gros geek, je ne suis pas fan des nouvelles technologies, je ne suis pas fan d'avoir tous ces trucs avec sur mon téléphone, mais je dois avouer que ça sert des fois. Non, mais moi, j'ai l'Apex et franchement, c'est pas mal, hein, ça t'alerte. Hein. Là, mon rack, je m'en suis aperçu, il n'y avait plus de CO2. Enfin bon, la bouteille s'était vidée. Et le matin, je regarde le pH du bac qui était vachement plus haut que d'habitude. Il n'y avait plus de CO2. Donc, ça sert, hein, ça t'alerte quand même. Ouais. Moi, j'ai l'alcatronique qui me donne le pH et le KH, quoi. Ah, et le KH. Ouais, c'est bien. Le KH, c'est super, quoi. Et en fait, comme il dissout de l'acide sulfurique, et il prend le pH, quoi. Et donc, du coup, ça n'a pas un coût exorbitant de réactif, quoi. Tu peux même fabriquer le réactif toi-même, quoi. Donc, c'est quand même assez pratique, quoi. Ouais. Ça, pas mal. Et la salinité sur l'Apex, ça marche bien? Non. Non. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un article qui a été fait sur eBuilder là, avec un outil, là, le SPS, je ne sais pas quoi, là, justement pour faire en sorte que la sonde salinité fonctionne correctement. Ah bah, je vais regarder. C'est un truc à $30, quoi. Je vais pouvoir le commander, là. C'est Vicier, là, qui fait ça. Ouais, je vais essayer de choper. D'accord. Et donc, là, tu mets ta sonde dedans. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais du coup, ça stabilise l'eau, ça stabilise la pression à l'intérieur. Et du coup, il n'y a pas ces grosses variations des grosses erreurs de je vais voir ça. Il y a Fabien, là, Fab Corail. Salut, Fabien. Il n'y a plus de soucis de CITES en ce moment en Indo? C'est Fabien qui demande ça. Il est un peu intéressé. Il est un peu rigolo, quoi. Des questions techniques, mais il y aura toujours des problèmes de CITES en Indonésie. Là, écoute, apparemment, les coraux sauvages, c'est fini, mais il n'y a rien d'officiel. Ils essaient de cacher le truc. Bon, c'est à l'indonésienne, quoi. C'est toujours rien n'est clair, tout est gris. Il n'y a pas de noir sur blanc, mais bon, pour l'instant, voilà. Nous, nos quotas, ils nous ont donné. Alors, ils auraient dû sortir nos quotas de culture il y a plus d'un mois et demi. Ça fait 2 mois qu'ils nous baladent la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Ça ne sort pas. Et en fait, ce n'est pas sorti parce que c'est quelques membres de l'association des exportateurs de coraux sauvages qui ont fait n'importe quoi avec leurs data, donc tout est retardé. Mais comme ils nous font confiance, ils nous donnent 20% de nos quotas. Enfin bref, c'est Dallas, quoi. Ah ouais. Et même si toi, tu vends que des coraux de culture, hein, je crois pratiquement. Ah oui. Ouais. Et même pour les coraux de culture, vous êtes emmerdés comme ça, quoi. Ah, si tu savais le quart des histoires. Non, c'est Dallas, quoi. Moi, j'arrive à en rigoler maintenant, hein, parce que ça fait 20 ans que je les pratique, hein, donc j'arrive à en rigoler, mais des fois, il vaut mieux en rigoler. Hein. Il vaut mieux en rigoler parce qu'ils tuent. Hein. Ouais. Maintenant, on est obligé de. En fait, tous les coraux, maintenant, on les amène sur nos projets de restauration de récifs pour qu'ils puissent montrer à leurs supérieurs qu'ils travaillent. Ah ouais. Ben oui. Non, mais ils sont gentils. Hein. Et eux, au niveau de l'Indo, ils font des efforts pour l'environnement au niveau des hôtels, des machins, des trucs ou vous restez... Les hôtels ils sont fermés. Hein, donc, non, mais je sais. Mais au contraire, ils font un gros effort. Hein. Ils ne polluent plus. Voilà. On ne voit plus personne sur les récifs piétiner les coraux. Ils font des efforts incroyables en ce moment. Non, mais je sais bien, mais ils sont conscients des enjeux parce qu'ils vous font chier pour les CITES, mais eux, de leur côté, ils font... Non, mais disons qu'il faut comprendre que l'Indonésie, c'est un pays du tiers-monde. Donc, même si là, je déborde un peu, je pense que c'est une plus belle démocratie que la France, surtout en ce moment. Et ça reste un pays du tiers-monde. Donc, ils ont que des objectifs à court terme. Quoi. Donc, le but du jeu, c'est. Donc, les réglementations, elles existent. Ouais, c'est-à-dire qu'au niveau des rejets, des fosses septiques, tout ça, il y a des réglementations, mais il n'y a personne qui les respecte. Quoi. Il n'y a pas grand monde qui vient contrôler. Donc voilà quoi, mais ça commence à venir quoi. Ça commence à venir. Ils commencent à planter la petite graine, dire bon voilà, vous avez fait un port là-bas, c'est joli, c'est sympa d'avoir fait un port, mais bon, vous avez détruit un récif quand même en faisant votre port. Donc il faudrait peut-être penser à faire quelque chose pour le récif. Donc ça,
ça vient petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Mais il y a une progression, mais on n'est pas encore au. Enfin, bon, voilà, de toute façon, il faut toujours faire mieux. Hein, donc, voilà. Mais ça vient petit à petit, on va dire. Non, non, c'est bien. Là, le site que je suis en train de restaurer sur l'île, là, au sud de Bali, il y avait un ponton, quoi. Il y avait un ponton. Il y avait 4 moorings. Sur chacun des 4 moorings, non, il y avait 6 moorings, donc 3 de chaque côté. Sur chacun des moorings, il y avait 3 blocs de béton de 1,50 m par 1,50 m par 1,50 m. Et à chaque fois que le courant ou qu'il y avait une tempête, le truc, il arrivait quand même à bouger. Donc, il traînait les 18 moorings, les 18 blocs de béton de 1,5 m3 sur 5 ou 6 mètres, quoi, dans un sens, et quand la marée elle tournait, dans l'autre sens. Donc, c'était bien labouré en dessous, quoi. Donc voilà, donc ils ont tout détruit, tout fracassé, et puis ce qui a tout été fracassé au-dessus, ça a fini par enterrer ce qu'il y avait en dessous. Donc du coup, jusqu'à 10-12 mètres, ben voilà, c'est stabilisé, c'est un terrain de foot stabilisé. Ouais. Mais des gens comme toi, ou comme Martin, ou comme d'autres, je pense que vous avez un rôle important auprès des autorités, quoi. Ils commencent à nous écouter, quoi. Alors, au début, on allait aux réunions, on était presque hués, quoi. On avait le mauvais rôle, hein. C'est-à-dire qu'on leur disait, bon, maintenant, déjà, il y a des réglementations qu'il faut suivre. Alors, ils disaient, quelle réglementation, quelle réglementation. Maintenant, ils sont bien au courant qu'il y a des réglementations parce qu'ils sont tous fait rappeler à l'ordre. Mais en même temps, on les aide à suivre ces réglementations, quoi, parce que le gouvernement ne remplit pas cette tâche-là. Donc, il y a de plus en plus de gens qui font de la restauration de récifs et qui commencent à comprendre comment ça marche au niveau réglementation. Et le but du jeu, c'est de former des professionnels. Il n'y a pas de raison qu'un hôtel ou un ponton qui se met sur un récif et qui casse tout, ne soit pas responsable de. Ouais, c'est comme ça que ça marche en Australie. C'est-à-dire qu'ils doivent rendre le récif dans l'état où ils l'ont trouvé. Donc, ils mettent un ponton, ils endommagent le milieu naturel, ils doivent le réparer. Donc, il y a une opportunité pour des Indonésiens qui n'ont pas de boulot, d'avoir ce boulot-là, c'est-à-dire de faire pousser des coraux et de les replanter là où c'est nécessaire. Donc, nous, on essaie de créer en fait une industrie, on essaie de créer des emplois pour les Indonésiens qui viennent remplir cette tâche. Ouais. Voilà. Est-ce qu'en Indo, il y a des labos de recherche un peu type CRIOP, type des gros labos de recherche? Les gros, non, mais il y a des labos de recherche. Parce que nous, on travaille avec le Fisheries Department, avec le département des pêches. C'est l'équivalent de l'IFREMER peut-être, quoi. Donc ça dépend du département de recherche, mais pour les pêches, quoi. Et après il y a un autre truc qui s'appelle l'IPI, c'est l'équivalent du CNRS. Ah oui. Non, il y a des labos de recherche, mais le problème des Indonésiens, c'est qu'ils sont trop self-centered, ils se regardent trop le nombril, quoi. Donc ils publient en indonésien, donc il n'y a personne qui lit leurs publications. C'est toujours un peu compliqué, quoi. Donc, mais bon, après, dans ces milieux-là, on rencontre des gens qui sont quand même assez ouverts. Hein, c'est des chercheurs. Donc, à la base, c'est des gens curieux, quoi. Donc, la majorité parle anglais. Donc, au final, ils sont assez faciles d'approche. Ils sont curieux. Ils veulent publier. Ils veulent justement éliminer toutes ces barrières, quoi. Donc, là, nous, on est en train de demander 3 permis de recherche. Donc, voilà. Donc, là, avec Ocean Gardener sur le site à Nusa Penida, là, les 4000 m² qu'on est en train de restaurer, là où il y avait le pontoon, on va travailler avec Scripps Institute of Oceanography, donc c'est un laboratoire de recherche en Californie. On est sponsorisé par GoPro, donc GoPro nous file des GoPro 9. On va faire donc en fait, on plante les coraux et après on fait une image en 3 dimensions à l'aide de GoPro. On envoie ça au Scripps Institute qui fait une image en 3D de ça. Et de la façon dont il fait les images, il peut même séparer les espèces. Ah, c'est génial. Donc, ça va nous permettre d'avoir une image en 3 dimensions, un modèle en 3 dimensions du récif qu'on est en train de restaurer, du début jusqu'à la fin, quoi, par exemple, sur au moins 2 ans ou 3 ans. Et voir l'évolution que ça fait. Et puis, on fait une autre étude où là, on a 3 blocs de 2 mètres sur 5 où on va planter des buissons de coraux mous, de tubipora, d'acropora, d'échinopora, de galaxea. Et on a 3 blocs où on ne fait rien, de 2 mètres sur 5 pareil, où on ne fait rien, donc les contrôles. Et on va comparer
les résultats au bout de 3-4 ans pour savoir si la restauration de récif a vraiment un impact positif ou pas. Tout ça, voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose et on est obligé de démontrer que ce qu'on fait, ça marche, et deux, il y a des résultats. Donc, il faut prouver, c'est à nous de prouver que ce qu'on fait, c'est efficace. Ouais. Donc, on fait de la recherche là-dessus. Ouais, il y a quand même une collaboration étroite entre tous les restaurateurs de récifs, quoi, que ce soit à Hawaï, que ce soit un peu partout. Enfin, nous, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais en règle générale, il y en a qui sont vraiment, tu sais, c'est un peu sectaire des fois. Tu vois, il y a des Malaisiens là, qui collent avec de la glu, des boutures comme ça. Bref, ils font n'importe quoi. Et les gens de Bioroc avec l'électricité, ça a un coût, c'est délirant, ça n'a aucun sens. Et puis après, il y a plein de gens qui sont un peu réalistes, qui ont encore les pieds sur terre, qui s'y connaissent un peu en coraux, qui essaient de comprendre comment ça marche. Et ceux-là, nous, sur nos Apelida, on travaille avec 3-4 différentes ONG. De toute façon, on ne va pas réussir à restaurer 10 km de récif à nous tout seul. Donc, on travaille avec tous les gens d'être plus ouverts et d'échanger. Donc, on s'échange des coraux. Donc on va voilà, je voulais te demander, vous échangez des coraux aussi. Ouais, on s'échange des coraux. Donc, on va chercher des coraux chez eux. Pour justement augmenter la diversité, même si cette espèce-là, on l'a chez nous, on va la chercher chez eux et je leur en donne, et comme ça, on essaie de mélanger au maximum les génomes. Ah ouais. Moi, je trimballe souvent des coraux à droite, à gauche, donc c'est compliqué au niveau de la documentation, mais oui, on le fait régulièrement. C'est génial, c'est bien. On n'a pas le choix. Hein? On essaye de faire. On n'a pas le choix, on essaye de faire. Ouais, mais enfin, toi, en tant que vendeur de corail, tu n'es pas obligé non plus de te faire chier à restaurer des récifs, quoi. C'est quand même vachement bien. Bien sûr, mais le truc qu'il faut se dire, c'est voilà, on a été fermé pendant 2 ans. Ouais. On a pris nos responsabilités, quoi. Il y a un moment, on fait pousser du corail, il faut prendre nos responsabilités, quoi. Ouais. Donc, voilà, malheureusement, on est les seuls dans cette industrie à prendre nos responsabilités. J'allais te dire, si tous les mecs faisaient la même chose. Moi, j'ai fait des demandes de projets. Hein. Dès que tu leur demandes $1000 pour aller planter du corail, c'est cher. Les mecs, attends, les mecs, ils importent des milliers et des milliers de coraux. Et puis, non, mais bon, enfin bref, voilà, il faut prouver au gouvernement qu'on a un rôle à jouer, quoi. C'est ça le but du jeu, qu'on a un rôle éducatif, à travers les aquariums. 2, moi, j'ai un programme éducatif, voilà, tu vois, j'ai des petites plaquettes là, comme ça. Là. Ouais, tu nous avais montré, c'était vachement bien. Voilà, j'amène les gens sous l'eau, je leur dis, bon ben voilà, ça c'est du sarcophyton, pourquoi c'est du sarcophyton, ça c'est du lobophyton, etc. quoi. Donc, je donne des cours de basiques de biologie sous l'eau, quoi. Maintenant, j'utilise le Coral Finder. Ouais, justement. Mais voilà, c'est notre rôle, quoi. On a un rôle d'éducation à donner et on a un rôle de conservation dans les récifs. Et si on ne le prend pas, ce rôle-là, à cœur et au sérieux, on va passer pour… Voilà, moi j'utilise ça sous l'eau. Voilà. C'est vraiment… Attends, je ne sais pas si on me voit, je vais mettre le truc, affichage galerie. Voilà, le Coral Finder. Voilà, c'est vraiment génial. On avait mis le lien sur le récif là, pour que vous puissiez le commander. C'est vraiment génial, ce truc. Il a fait un travail incroyable. Ouais. Malheureusement, à cause de lui, je ne peux plus écrire d'article. Hein, parce que tout est dedans. Quoi. Non, ce truc est fabuleux. Donc, si vous souhaitez le commander, pour la France, je crois que ça revient, je ne sais plus, de mémoire, à peu près à 50 €, chose comme ça, tout cassé. Vous le trouvez sur www.bioguide, guide avec un S au bout, .com. Voilà. Et ça, sur le conseil de Vincent, c'est vraiment génial. Ouais. Voilà. Donc, on donne des cours avec ça. Avec ça, on forme les employés du département des pêches. Le bioguide. Non, on n'a pas le choix. Quoi. Donc malheureusement, voilà, il y a quelques… Il va y avoir une 30 ou 35 compagnies qui exportent des coraux en Indonésie. On est les seuls à le faire. Ouais. Alors là, il y a une question. La diversité génétique pour les coraux joue-t-elle un rôle pour la pousse, les couleurs, la conservation des récifs? C'est justement ce qu'on essaye de savoir. Donc, c'est un des sujets de publication
communication qu'on essaye de faire avec le Scripps Institute, Mhm. c'est-à-dire de savoir si on mélange les coraux mous et les coraux durs, par exemple, on le sait qu'il y a un impact, hein, mais mesurer, et voilà quoi. Donc, afin de réussir. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses, hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un désert de corail, il y a un champ de débris de coraux. S'il y a une petite partie qui est vivante, au lieu de mettre les coraux au milieu d'un endroit qui est désert, là, ils vont se faire bouffer par des triggerfish, des balistes, des diodons, des zooacanthus. Bref, ils vont se faire bouffer, quoi. Il faut en fait démarrer de la partie où il reste quelque chose de vivant et petit à petit coloniser la partie vide, quoi. Il ne faut surtout pas les mettre au milieu de nulle part, quoi. Et donc, il faut faire des petits buissons. Il ne faut jamais planter un seul corail. Il faut faire un petit buisson de corail. Et 50 cm plus loin, un autre petit buisson de corail. Un autre buisson. Et après, entre les buissons de corail, on plante d'autres espèces un peu plus lentes. Parce que, par exemple, les Galaxéa, on ne peut pas les mettre sur des tables. Et, enfin, on ne peut que les mettre sur des tables. On ne peut pas les faire grossir dans des cordes parce que sinon, ils cassent, ils sont trop fins. On peut pas les attacher sur des spiders, sur des hexagones en métal parce qu'avec un zip tie, ils cassent aussi, quoi. Donc c'est compliqué à planter, quoi. Donc la seule méthode pour planter ces trucs-là, c'est sur des supports en béton et après insérer et bétonner les supports en béton sur le récif, quoi. Donc, voilà, donc on fait un petit buisson, on fait un autre petit buisson et entre ces petits buissons, on plante d'autres espèces, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Et donc avec le Scripps Institute, on veut justement pouvoir, grâce à cette méthode de monitoring, de contrôle en 3 dimensions, De modélisation. modélisation. Voilà, une modélisation en 3D, Ouais. voir s'il y a des interactions entre certaines espèces et s'il y a vite fait des espèces qui prennent le dessus sur d'autres, quoi. Pour pouvoir justement faire Ouais. faire des guides pour planter, comment planter, etc. Ouais, pour gérer les problèmes Les gens pensent que de c'est simple, hein. cohabitation. Ouais. Les gens pensent que c'est simple, il suffit de planter le corail, voilà, et puis ça va pousser. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mm. Mais voilà, mais c'est fascinant, quoi. C'est un nouveau métier, c'est une nouvelle industrie. On est probablement parmi les leaders dans ce métier-là. On était les leaders dans la culture de corail. Et voilà, donc on peut rester dans cette position voilà, où on montre l'exemple et en espérant. Tu sais, quand j'ai commencé à faire la culture de corail il y a 20 ans, tout le monde me disait mais ça ne marchera pas, mais personne n'en veut, mais on n'en vendra pas, mais toute la journée j'entendais ça. J'avais mon boss de l'époque, toute la journée il me disait mais les gens ils s'échangent des boutures entre eux, on n'en vendra pas, il n'y a personne qui en voudra, tout ça. Bon, 20 ans plus tard, voilà, il reste plus que nous, quoi. Ouais. Donc, Là, donc voilà, et c'est, je pense, qu'il va se passer. Là, pour l'instant, on est les seuls sur le marché à réellement professionnaliser cette industrie de la restauration de récifs. Et ben, j'espère qu'il y a d'autres gens qui vont continuer, quoi. Et puis, je suis sûr que dans 20 ans, il y aura 50 compagnies qui feront la même chose. c'est bien, c'est bien. Et là, il y a encore une question de Caroline. Tu colonises d'abord avec des mous ou tu commences directement avec des scléraquinaires? Alors, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il n'y a pas un modèle à suivre. Chaque site est différent, quoi. Donc, les mous, ils vivent dans les endroits où il y a des vagues, quoi. Donc, voilà, déjà, s'il n'y a pas de vagues et que c'est protégé par les vagues, il n'y a pas de mous. Donc, les mous, ils aiment certains endroits. En plus, les mous, c'est probablement ce qu'il y a de plus dur à cultiver. C'est très long à pousser. Donc, c'est vraiment pas les coraux. On en fait parce qu'on est obligé d'en faire. Donc, là, on a un site sur lequel on va devoir planter beaucoup de coraux mous. Mais voilà, donc ça nous demande beaucoup de préparation à l'avance de production de coraux mous, quoi. Donc, le problème, c'est qu'on en a produit pendant des années pour le commerce aquariophile, mais comme ils nous les payaient, comme voilà, ça n'a aucune valeur les coraux mous, donc il n'y a personne qui veut donner un prix normal, alors que c'est plus compliqué à cultiver que de l'acropora. Donc voilà, on a un peu arrêté tout ça, quoi, mais voilà, on continue à en cultiver pour la restauration de récifs. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des sites où on va planter que du corail dur, et il y a des sites où on va planter pratiquement que du corail mou, et il y a des sites où on va planter du corail mou ou du coraux dur. Mais en général, je pense que sur la majorité des sites, on va d'abord planter du corail dur et après, on va mettre des coraux mous au milieu. D'accord. Donc là, tu as dit les coraux mous, ils ont besoin de vagues. C'est ce que tu as dit. Donc là, parce que les coraux mous, ils résistent à des endroits où les coraux durs ne résistent pas. J'ai compris. Mais des fois, il y a des questions sur les gens qui disent « Oh, mon sarco, il sort pas ses polypes, il sort pas ses machins. »
Et moi, j'ai remarqué que c'est souvent un manque de brassage, quoi. Ça a besoin de Oui. brassage. Hein. C'est Voilà. brassé à mort. Les coraux mous, ça vit, ou les acroporas cassent. Donc, vous voyez, Les il faut. acroporas ne peuvent pas vivre parce que c'est trop perturbé, donc ils cassent les acroporas. Ben là, il y a les sarcophytons et les lobophytons qui vont survivre. Ça veut dire qu'un sarcophyton, il faut le brasser, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut l'éclairer, il faut le brasser. Ça demande autant d'éclairage qu'un acropora et ça demande plus de brassage qu'un acropora. Voilà. C'est pas si simple. C'est pas si simple. On C'est dit vrai, il y les- a toujours eu cette mais les coraux mous, c'est facile, il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est pas parce que c'est capable de survivre dans des conditions un peu moindres que ça vraiment ça s'épanouit dans des conditions où il faut que ça brasse, quoi. Il faut que ce soit éclairé. C'est peut-être un peu plus tolérant pour les fameux paramètres, là, machin, mais par contre, il faut que ça soit brassé un maximum. Ouais. Voilà. Bon. Bien. Il y en a d'autres, des questions, La là? messe est dite. Ouais. Tu bénis mon groupe, et puis on va les bouffer. Hein? Ouais, merci, Vincent. C'est gentil. Avec plaisir. Donc, C'est toujours demain. un plaisir. Bah ouais, c'est toujours un plaisir, évidemment, c'est toujours un plaisir de discuter. Demain, 21h, on est avec Aïssa Zegari de la société AMS. Bah, super. Hein. Bah oui. C'est bien. Bah oui. C'est un peu tard pour moi, je suis en train de dormir. Mais, ouais, je sais, mais c'est pour je ça qu'on regarderai peut-être en replay. Ouais. C'est pour ça que ce matin, on l'a fait ce matin, parce que là, chez toi, il est 18h, hein, si je ne me gourre pas. 17h. Avec le changement d'horaire en France, maintenant, ça fait un peu plus tôt. 17h. C'est encore jour, là. 17h. Ouais. Donc, encore 1 heure ou 2 et tu attaques la bière, là. C'est bon. Non, c'est dimanche. Là, écoute, là ça va être le coucher de soleil. Le coucher de soleil est à 6h15. Voilà. Donc, dans une demi-heure, il faut attaquer la bière au coucher de soleil. Voilà. Au bord de la mer, une petite bière, on écoute. Ah non, à la maison, sur la terrasse. Voilà. Il pleut pas, ça va, il fait beau, c'est bien. On n'a pas à se plaindre. Mais Ici, on se plaint rarement du temps. Enfin, on a 6 mois où et là, ça y est, c'est fini. Maintenant, il fait beau tous les jours. Il n'y a pas besoin de regarder la météo. Tu te lèves le matin. Ah ben, il va faire beau encore. Bon, par contre, entre midi et 3h de l'après-midi, il fait vraiment chaud. Ouais. Mais c'est vrai que tu as bonne mine, Vincent. Ça va. Je travaille beaucoup à l'extérieur en ce moment. Ouais. Donc, voilà, ouais. Je passe beaucoup de temps sur l'eau et sous l'eau. Tu arrives à bronzer sous l'eau, c'est bien. Vincent, j'aimerais bien rester un peu plus profond, mais c'est pas grave. Vincent, merci, c'est toujours un plaisir. Ouais, moi aussi. Passe une bonne soirée. Et aussi, bon dimanche. Bon dimanche, et enfin, toi, bonne soirée. Et puis à bientôt. Ciao. Marche. Salut. Salut. Ciao, ciao.